Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et pendant la conférence de presse, et pendant Davos, et pendant les colloques, et pendant les polémiques, eh bien, l'immigration clandestine continue de plus belle. Et ça se passe où ? Eh bien, ça se passe partout. Alors, on a parlé de l'Italie, on a parlé de l'Espagne, et on a moins parlé du Sénégal. On a moins parlé des îles Canaries. Bonjour Éric Tegner. Bonjour André. Alors, vous êtes, et je rappelle que vous êtes fondateur et directeur de Livre Noir, et vous avez fait beaucoup d'enquêtes, notamment à Lampedusa, sur ce qui se passe actuellement du point de vue des mouvements migratoires et des mouvements migratoires clandestins et de toute l'organisation, effectivement, de passage et d'y aller. Encore une fois, je rappelle, parce que souvent on fait des polémiques, France, terre d'asile, oui, mais France, maison de passe, non. Et ce n'est pas du tout la même chose. Il se passe quand même quelque chose. Alors, racontez-nous, vous êtes depuis quelques jours au Sénégal, racontez-nous ce que vous avez vu. Vous êtes dans une île d'ailleurs, une des îles Canaries, et on en parle très peu, mais apparemment, c'est une des bases d'un mouvement non négligeable vers l'Europe. Alors déjà, merci André et merci Sud Radio de me recevoir, parce qu'effectivement, c'est un sujet aujourd'hui fondamental, et c'est étonnant d'ailleurs qu'ici aux îles Canaries, il n'y a absolument pas de journalistes. D'ailleurs, j'ai vu très peu de journalistes espagnols, et que la presse également française et européenne n'en parle pas. Donc en effet, je suis depuis plusieurs jours aux îles Canaries. Vous savez, c'est cette île espagnole au large, donc vous le disiez tout à l'heure, du Sénégal et de la Mauritanie. Et je suis plus précisément sur une des petites îles qui s'appelle El Hierro, au niveau du port de la Restinga. C'est là, en fait, qu'arrive la majeure partie des migrants. Il y en a encore qui sont arrivés cette nuit. Alors, qu'est-ce qui se passe ici ? Ce qu'il faut comprendre, c'est que Éric Tegner, excusez-moi. Quand vous dites, d'abord, une chose, ces îles Canaries, là où vous êtes, cette île-là, elle est à combien des côtes sénégalaises ? Et seconde question juste, ces migrants qui arrivent ici, ils viennent d'où en majorité ? Alors, les bateaux partent du Sénégal et de la Mauritanie. C'est une traversée qui est bien plus difficile que celle de la Méditerranée. Ouais. C'est 1500 kilomètres qu'ils réalisent. Ça leur prend entre 4 et 14 jours. Donc, c'est immense. Et la majeure partie des migrants qui arrivent, ils sont sénégalais, ils sont guinéens. Il y a également des personnes de Gambie et du Mali. Donc, majoritairement, ce sont des francophones. C'est pour ça que c'est intéressant aussi pour les Français lorsqu'ils arrivent ici, parce que ce qu'ils cherchent d'abord et avant tout, c'est arriver en France. Ouais. Et donc, je rappelle simplement, les pays que vous avez cités ne sont pas, à ma connaissance, mais corrigez-moi si je me trompe, des pays en guerre. Non, c'est absolument pas des pays en guerre. Ce sont d'ailleurs majoritairement des hommes qui traversent. J'ai pu voir cette nuit arriver un nouveau bateau à 3 heures du matin avec 70 personnes à son bord. Dedans, il y avait seulement une femme et 2 enfants. Donc, c'est important de souligner cet élément. Ouais. Ce qu'il faut vraiment aussi avoir en tête, c'est que ça devient le nouveau Lampedusa espagnol. Pour vous donner un chiffre, en 2022, c'était 15 000 migrants qui arrivaient ici. En 2023, c'est 39 000. C'est-à-dire qu'on est sur une augmentation de 148%. Moi, personnellement, j'ai pu les voir simplement sur un port. J'ai pu compter plus de 750 migrants simplement ce week-end sur un port qui s'appelle le port de la Restinga. Et sur l'ensemble de l'île des Canaries, on est à plus de 1200 arrivées de migrants sur les Canaries. Donc, c'est 10 000 par mois. Et ce qui est important de souligner, c'est quoi ? C'est que ici, Frontex n'est pas présent. C'est-à-dire que notre politique, en fait, c'est véritablement une frontière européenne, dépend aujourd'hui du gouvernement socialiste espagnol. Parce qu'on sait qu'une fois que ces migrants arrivent sur le territoire, c'est impossible de les expulser. Frontex, on m'a dit qu'il y avait simplement un représentant, et ce représentant, il est là pourquoi ? Il n'est pas là pour essayer de contrôler les frontières, il est là pour contrôler le fait que les autorités espagnoles respectent bien les droits de l'homme dans leur prise en charge des différents migrants qui arrivent sur le territoire. Donc alors, le point qui est... Oui, allez-y. Le point qui est important de souligner, c'est que ici, l'île des Canaries est complètement saturée. Donc, normalement, il y a 6300 places au global, notamment sur la principale île, c'est-à-dire Tenerife. Oui. Et étant donné qu'elle est saturée aujourd'hui, la majeure partie de ces migrants, en l'espace de 4 à 6 jours, finissent par arriver à Malaga. C'est une ville au sud de l'Espagne et donc sur le continent.
et sur le territoire. Ici, moi, je l'ai vu très directement comment ça se passe. Lorsqu'un bateau est repéré au large, il y a un appel qui est envoyé sur les 2 bateaux du port de la Restinga qui sont chargés de faire du sauvetage en mer. À la base, ils ne sont pas là pour les migrants. Ouais. Et ça devient 90% de leur activité en ce moment. Ils vont chercher ces bateaux au large. Je peux les voir partir et revenir. Ils reviennent 1 heure après en ayant remorqué ces bateaux qui sont pris en charge par la Croix-Rouge. Ça prend à peu près 2 heures. Qui sont envoyés dans 2 différents centres de migrants à moins d'une demi-heure. Donc, par exemple, en ce moment, je suis devant un ancien monastère qui a été reconfiguré en centre d'accueil pour les mineurs étrangers clandestins. Et en l'espace de 48 heures, ils sont envoyés à Tenerife, c'est cette capitale. Oui. Puis, théoriquement, ils sont censés passer 15 jours dans les centres de rétention administrative, comme on a en France. Oui. Mais dans les faits, étant donné que c'est saturé, ils sont envoyés en Espagne. Autant vous dire qu'il n'y a quasiment pas de reconduction aux frontières. Hein. Ils sont globalement, majoritairement frappés d'une procédure d'expulsion. Mais le Sénégal, aujourd'hui, ne les récupère pas. Notre stratégie, en fait, aujourd'hui... Ne les récupère pas, pardon, Éric Tegner, le Sénégal ne les récupère pas parce qu'il refuse de les récupérer, ou bien parce que, voilà, ce n'est plus leur problème? Alors aujourd'hui, ils refusent de le récupérer. En même temps, on n'est pas véritablement dans un rapport de force. Aujourd'hui, en fait, moi, c'est ce qui m'a marqué quand je suis arrivé dans ce sport. Tu sais, on parle souvent de contrôle des frontières et de l'immigration clandestine. Il y a cette loi immigration qui est faite, qui dit qu'elle va tout résoudre. Et en fait, moi, des frontières, j'en ai pas vu. Moi, j'ai pas vu l'armée, j'ai pas vu Frontex. Je vois simplement des bateaux de sauveteurs parce qu'en fait, on fait du sauvetage en mer. Et si ces malheureux Africains, parce que c'est très dangereux ce qu'ils font, prennent le risque aujourd'hui d'aller sur une voie encore plus périlleuse que la Méditerranée. Au péril de leur vie, oui. Exactement. Et ils savent qu'une fois qu'ils arrivent ici, eh bien, ça suffit. Donc, notre seule stratégie européenne aujourd'hui, c'est ce que les gardes-côtes me disaient, c'est de payer le Sénégal et la Mauritanie pour qu'ils puissent empêcher ces bateaux de migrants de passer. Mais dans les faits, ils passent. Hein. Moi, j'ai vu plus d'une quinzaine de bateaux arriver, encore une fois, sur un petit port de 500 habitants. Ouais. Et Éric Tegner, est-ce qu'on sait ces bateaux, qui les affrètent, d'où ils viennent, et combien ces migrants qui essayent d'arriver effectivement en Espagne à un voyage à la fois dangereux et long, combien ça coûte à chaque migrant avoir un peu malheureusement, j'emploie cette expression, mais enfin le business de ça, c'est quoi? Économiquement, en tout cas pour cette partie de l'Afrique et du continent africain. Alors aujourd'hui, il y a véritablement des réseaux de passeurs. Donc la majeure partie, en ce moment, ces derniers jours, des bateaux qui arrivent, ils viennent de Mauritanie. Parce que le Sénégal, en ce moment, est plutôt intransigeant vis-à-vis des départs. D'accord. Vous savez, à chaque fois, il y a quand même une logique de négociation et de rapport de force avec l'Union européenne. Ouais. Donc qu'est-ce que font les bateaux? Les bateaux, ils partent du Sénégal et ils vont sur une île au nord de la Mauritanie, c'est cette ville de Nouadhibou. Nouadhibou, c'est vraiment à la frontière du Sahara occidental. C'est la ville la plus au nord de la Mauritanie. D'accord. C'est une ville de pêche ici. Hein. 60% des Mauritaniens sont des pêcheurs. Ouais. Et ce ne sont pas les Mauritaniens qui viennent chez nous. Eux, ils cherchent plutôt à aller aux États-Unis par le Mexique parce qu'il y a des dispositifs un peu différents. Et donc, ces bateaux partent de Nouadhibou. Ce sont des bateaux, en fait, qui, les personnes à leur bord vont devoir payer à peu près 750 €. C'est beaucoup hein, par rapport au j'ai envie de dire du pouvoir d'achat du Sénégal. Bien sûr. Souvent d'ailleurs ils doivent travailler sur place pour continuer à financer leur trajet. Certains viennent, comme je disais, du Mali. Ouais. Donc à chaque fois c'est des étapes. Et ils vont en fait faire quoi? Ils vont faire un premier départ de Nouadhibou jusqu'à 30 km des côtes sous des filets de pêche pour ne pas être identifiés par les gardes-côtes, notamment mauritaniens. Et ensuite ils rentrent dans des bateaux plus grands. Dans ces bateaux, il peut y avoir, moi je les ai vus, hein, des bateaux qui sont assez très profonds. En fait, ce sont des grandes pirogues. Ouais. Il peuvent être 70 personnes dedans. Donc c'est énorme. Ils ont un petit moteur. Ouais. Par pirogue. C'est arrivé qu'il y en ait 120 ou 130. Hein. Donc c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de morts hein, sur cette traversée. On parle de 6000 morts sur l'année 2023. De faim, mais également, voilà, parfois ils n'ont plus d'essence ou alors ils se perdent. Donc il y a vraiment un réseau organisé de passeurs, comme vous le disiez, moi je l'avais vu en étant en Tunisie, à Lesbos, à Lampedusa, etc. Il y a un véritable business. Mais ils le font parce qu'ils savent qu'une fois arrivés, eh bien ces migrants vont pouvoir de toute façon être acceptés et intégrés au sein de l'Union européenne. Alors à chaque fois, hein, petite précision pour terminer sur ce passage des passeurs, il y a toujours un guide dans ce bateau parce que évidemment on ne va pas laisser les migrants faire 1500 km sans savoir où ils vont. Et donc en règle générale,
la police, quand même, la Guardia Civile espagnole, arrive à identifier qui est le chef du bateau. Et donc, ils le mettent en prison une fois qu'il arrive. Ouais. Mais ce n'est pas la tête de pont du réseau. Oui, mais le reste des migrants, donc, sont là, et puis Schengen, et voilà, ils vont où ils peuvent aller, et où on peut les accueillir. C'est ça. Oui, exactement. Donc, ils visent vraiment la ville de Malaga, dans le sud de l'Espagne. Ouais. On a pu voir déjà beaucoup de vidéos. On les voit à bord des avions. Ils sont logés dans des hôtels 4 étoiles qui sont réquisitionnés pour s'occuper d'eux. Et au mois d'octobre dernier, en fait, le gouvernement espagnol a annoncé la création d'11 000 places pour les centres de rétention sur l'ensemble des régions du continent espagnol. Ouais. Mais on sait vraiment aujourd'hui qu'une fois qu'on est en Europe, c'est impossible en fait d'être expulsé en raison du droit européen. Oui, et Schengen surtout, et compagnie, enfin tout. Oui. Exactement. Et ce qui est intéressant, c'est que vous savez, au mois de décembre, il y a eu un accord sur le pacte asile-immigration qui a été accordé au niveau européen et qui va être signé par le Parlement, donc définitivement entériné, au mois de mars 2024. Et donc, que stipule cet accord? Il stipule une répartition des migrants qui arrivent sur les frontières européennes dans l'ensemble du territoire européen, parce que des pays comme l'Italie, comme la Grèce ou comme l'Espagne sont saturés aujourd'hui d'immigration. Et donc, ils ont dit, on veut bien mettre plus de moyens en place, mais derrière, vous allez devoir prendre votre part. Donc, une grande partie de ces migrants que j'ai pu voir arriver, les 40 000 migrants arrivés en 2023, et si on continue, parce qu'on est en augmentation, on peut arriver jusqu'à 100 000 migrants en 2024, parce qu'en ce moment, c'est 10 000 par mois depuis le mois d'octobre. C'est énorme. En 3 mois, on a quasiment fait 40% des résultats de l'année. Voilà, exactement. Et donc, ils vont être répartis en France parce que, c'est ce que nous disait la Croix-Rouge, on va voir qu'ils sont français, francophones, pardon, qu'ils ont une famille aussi qui va être présente en France. Et donc, c'est chez nous que ça va être envoyé. Sinon, on va devoir payer 20 000 euros par migrant. Donc, c'est important de le souligner. Et le point qui est intéressant, c'est que l'objectif n'est pas de développer des moyens pour empêcher l'entrée. C'est pour les enregistrer. C'est une chambre d'enregistrement aujourd'hui. Oui, alors Éric Tegner, justement, on parlait de ça. Est-ce que, avec ce pacte d'immigration dont vous parlez, est-ce que l'Union européenne, véritablement, va imposer à chacun de ses membres l'accueil d'au moins 30 000 migrants? Quand je dis chacun de ses membres, c'est-à-dire les 27 pays, et chaque refus d'asile coûterait 20 000 euros aux contribuables? Ce sont des chiffres exacts? Exactement, c'est exact et c'est complètement transparent. Vous en avez déjà parlé sur votre plateau. Ça fait 2 à 3 ans que c'est en négociation. Quand on parlait les premières fois du pacte immigration, les gens disaient vous êtes complotistes, vous imaginez qu'ils sont autour d'une table à vouloir répartir les migrants, etc. En plus, par exemple, les Républicains, parce que le soutenaient ce pacte immigration, et on voit qu'aujourd'hui c'est définitif. Il faut se rappeler qu'il a été accordé et déclaré par Emmanuel Macron le soir même de la loi immigration de Darmanin au mois de décembre. C'est-à-dire qu'on a mis en place une loi qui disait qu'on allait empêcher l'arrivée de migrants et dans le même temps, on a un accord européen qui va nous forcer à en recevoir. Donc ça, c'est crucial. Et vraiment, ce qu'il faut que nos auditeurs aient en tête, c'est que ils imaginent, et même moi, je vais vous dire, en étant allé dans tous ces pays, la Tunisie, les Balkans, etc., je suis le plus surpris ici. Parce que quand on arrive, on s'imagine voir des frontières, voir un dispositif de contrôle. Ce n'est pas le cas. C'est ça, si vous avez dit. Absence totale de contrôle. De quelque contrôle que ce soit. Alors, c'est pas du contrôle, c'est pour les empêcher de venir. C'est-à-dire que ça n'arrive pas. Ça nous fait penser au procès que subit aujourd'hui Matteo Salvini parce qu'il avait refusé l'arrivée de l'Ocean Viking, vous savez, des bateaux de migrants, tout à fait, lorsqu'il était Premier ministre. Ici, en fait, c'est devenu une chambre d'enregistrement. Donc, la promesse du pacte immigration, c'est quoi? C'est simplement de dire on met plus de moyens pour savoir qui sont ceux qui arrivent et où est-ce qu'ils vont. En fait, c'est l'enregistrement. Ce n'est pas de les arrêter ou de les empêcher de venir, c'est de les enregistrer. Voilà, tout à fait. Et moi, j'ai été, pour comparer à Lampedusa au mois de septembre, vous m'aviez très gentiment reçu à l'époque et je vous en remercie pour en parler lorsque je revenais de Lampedusa. Il y a une différence majeure qu'il faut comprendre. Lampedusa, d'un coup, il y a eu 7000 arrivées de migrants sur l'île. Donc ça a fait beaucoup parler, ça a choqué, il y avait énormément d'images. Tout à fait. Exactement. Et c'était le bazar, c'était mal organisé. On a pu d'ailleurs parler, moi j'ai pu parler à tous les migrants qui étaient sur place. Il y avait la population de Lampedusa qui se plaignait, etc. La différence qui se passe ici sur la petite île d'El Hierro, il y en a plusieurs. D'abord,
c'est extrêmement bien organisé. C'est-à-dire que lorsque le migrant arrive tout de suite, il est pris en charge par la Croix-Rouge, il est mis dans un bus. Nous, on a suivi de nuit le bus pour savoir où est-ce qu'on l'emmenait, parce que identifier où sont exactement les centres, où on l'emmenait? Où on l'emmenait? On l'a amené à Sant-Andrés. Sant-Andrés, c'est un nouveau centre qui a été fait. Avant, c'était un gymnase. D'accord. Et depuis 2 mois, il y a un centre beaucoup plus grand, ce qui montre qu'il y a une augmentation. Quand les gens disent, Fabienne Keller dit qu'il n'y a pas de submersion migratoire, on voit quand même que dans le même temps, ils choisissent de multiplier par 4 le nombre de places. Et encore, avec 500 places, ces migrants restent ici seulement 48 heures. Puis, ils partent. Donc, c'est-à-dire que la population n'est pas au contact de ces migrants. C'est ça, contrairement à Lampedusa. D'accord. Contrairement à Lampedusa, où ils pouvaient rester 5 ou 6 jours. Donc, on en a vu 7000 d'un coup. Donc ici, c'est beaucoup plus... Donc, Éric Tegner, ici, aux Canaries, c'est beaucoup plus fluidifié, disons. Exactement. Ce qui fait qu'on le voit moins. Mais ça n'empêche pas qu'on est sur 10 000 migrants par mois. Donc c'est immense. Il n'y a pas de presse ici. Vous savez, on s'est fait globalement intimider tout le long par quelqu'un de la sécurité qui nous disait à chaque fois, vous n'avez pas le droit de filmer, éloignez-vous, etc. On n'a évidemment pas le droit de parler aux migrants. La Croix-Rouge nous l'interdisait. Et qu'est-ce qu'il nous disait? Il nous disait, mais attendez, vous voyez des journalistes ici ou pas? Ben non, il n'y en a pas. Donc vous n'avez rien à faire ici. Vous voyez, vraiment l'argument, on est sur une transparence supposée. Éric Tegner, mais vous étiez là et vous aviez tout à fait... Et c'est le métier aussi de journaliste d'être où ça se passe. Ça me paraît quand même la base. Après, chacun a ses opinions, ses interprétations et son jugement. En tout cas, merci de votre témoignage et nous suivrons cela. Merci Éric Tegner d'avoir été avec nous. À bientôt. Je rappelle que vous êtes le président de Livre Noir. On marque une courte pause et on se retrouve dans un instant. Direction Kiev avec André Berkoff et Éric Dénessé. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkoff dans tous ses états, midi 14h. André Berkoff.